et bienvenue dans la chaîne du circuit-officiel.be. Vous devriez remarquer, si tout se passe bien, que nous avons effectué quelques petits réglages, quelques petites améliorations, notamment au niveau de la répartition de la lumière. Il y a un réflecteur. Je travaille toujours sans lunettes, ce qui signifie que je suis en pleine improvisation. Je n'ai pas besoin d'un texte pour vous exposer les sujets que je connais parfaitement. Et je vous ai expliqué que sans mes lunettes, j'étais de toute façon absolument incapable de le lire. Je ne triche pas, hein. Il n'y a pas non plus des lettres grandes comme ça pour m'aider dans... Non, voilà. Tout simplement, on fait les choses de manière tout à fait honnête. Aujourd'hui, eh bien, nous allons aborder l'anecdote suivante, toujours dans le cadre de cette même réponse à une question de journaliste. Comment en êtes-vous arrivé à vous passionner à ce point et depuis si longtemps au phénomène surnaturel, pardon. Enfin, bref, disons l'inexpliqué. Alors, l'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas spécialement spectaculaire. Elle n'en est pas moins étrange. Vous allez voir, et je vais peut-être aussi en profiter pour faire quelques digressions qui vont me permettre de glisser un petit peu d'humour et des choses et d'autres qui peuvent servir pour les connaissances générales, pourquoi pas. Histoire d'agrémenter, sans compter, bien entendu, toujours la convivialité. On y va? Allons-y. Bon, entre-temps, j'ai encore fait un petit réglage parce que, apparemment, sous certains angles, il semblait que j'avais la peau qui luisait. Et comme je n'ai pas du tout envie de passer par un studio de maquillage, je déteste ça. Pour tout vous dire, eh bien c'est une première digression. J'ai parfois refusé des émissions télévisées tout simplement parce que il fallait que que je me fasse maquiller. Non, sérieusement, c'est pas mon genre. Même simplement sur l'image, eh bien, je préfère qu'elle soit honnête, classique. Ma figure, je ne sais pas la changer, il faut la faire avec, hein. Mais non, du maquillage, on maquille, on ne maquille pas la vérité. Non, 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 voilà. Alors, de quoi s'agira-t-il aujourd'hui, en fait, d'anecdote? Eh bien, d'une bête excursion. Et bête, c'est le mot qui convient le mieux, je pense, parce que, en fait, donc, ça se passe vers 1967, quelque part par là. Je vais avoir donc environ 8, 9 ans. Bon. Mes parents avaient décidé de partir en excursion. Alors là, moi j'étais partant, pas de problème, j'aime bien partir en excursion. Et à les entendre, on s'en allait dans un lieu où il y avait de l'animation, du moins dans leur temps jadis. Alors, ben, pas de problème, on y va, et on monte dans la voiture de mon père. À l'époque, ça devait être une deux chevaux ou bien une DS. On est un petit peu aux deux extrêmes là, dans Citroën, mais en tout cas, c'était chaque fois une voiture révolutionnaire. Vous connaissez la Duche, hein, cette voiture qui a pas moyen de mettre sur le toit si on fait le cascadeur. Le truc pour y arriver, c'est de donner un coup de volant très brusque, avec assez bien de vitesse, mais uniquement en marche arrière. En marche avant, c'est pratiquement impossible. Impossible aussi de déplacer la deux chevaux, même par exemple avec quatre grands gaillards très forts, musclés, bodybuildés, et tout ça. Vous savez, ça arrive parfois, vous sortez d'un lancing par exemple, et vous ne savez pas partir parce qu'il y a des voitures qui sont dans le chemin. Alors, bon, l'appel au micro n'a rien donné, mais on dit, bon ben ça va, on va s'y mettre, on va la soulever, on va la déplacer. Avec la deux chevaux, c'est pas question. Ah oui, vous tirez, vous soulevez, et le métal se soulève, la carrosserie se soulève, sauf que les roues restent par terre, et donc pas moyen non plus. Avec la DS, en parlant de roues, on pouvait se permettre de rouler avec seulement 3 roues. Ça a été prouvé, ça a été démontré. C'est bizarre, mais c'est comme ça. La DS se caractérisait surtout par sa suspension hydropneumatique. C'était probablement le seul véhicule, en tout cas le seul que je connaisse, dans lequel on pouvait attraper le mal de mer à cause de ce confort moelleux qui, ben, il faut s'y habituer, quoi, c'est spécial. Mais ça nous écarte du sujet de notre excursion. Voilà, bien apparemment, mon petit réglage n'a pas changé grand-chose. Il y a encore des moments où il y a des trucs qui luisent. Bon, c'est pas grave, ce serait presque la démonstration de ce que je serais une lumière. Enfin, à défaut d'être une lumière, je vais en tout cas essayer de vous mettre au courant. Et donc, pour revenir sur notre excursion, voilà partie soit avec la Duche, qui est quand même une décapotable, soit avec la DS, qui était une voiture choisie par le président Charles de Gaulle. Et ça lui a porté chance, d'ailleurs, à propos d'un attentat. Renseignez-vous un petit peu, vous verrez de quoi je veux parler. Et donc, nous sommes partis vers une destination totalement inconnue, en partant de Lessines, une petite ville sans grande importance au point de vue de la population ni quoi que ce soit, mais
il y a quand même des facteurs importants sur lesquels on reviendra souvent au point de vue du surnaturel, du paranormal, etc. Le trajet n'est pas bien long, ça dure environ le temps de parcourir, je vais dire grosso modo une quinzaine de kilomètres, et on arrive au milieu de nulle part. Bah oui, parce que sur place, il y a de la végétation, on peut promener, on peut prendre l'air, ça c'est bien. Il y a même un grand lac avec des gens qui pratiquent le ski nautique. Et puis, c'est à peu près fini. Moi qui m'attendais à trouver une fête foraine, des manèges, un truc style Walibi, ou au moins, enfin bon, un truc intéressant, quoi. Ben non, rien. Et pour couronner le tout, sur place, il y a des ruines. Il y a un grand, grand escalier qui témoigne d'une richesse certaine, mais appartenant à un passé lointain. Et puis le reste, eh bien, ce sont des ruines dans toute leur, j'allais dire splendeur, mais on devrait dire décadence, quoi, parce que des ruines, c'est toujours des ruines, hein, bon. Alors pour un petit gosse, c'est pas vraiment la joie. Parce que un gosse d'une dizaine d'années, qu'est-ce que ça veut faire? Ça veut jouer, ça veut s'amuser. Et s'il n'y a pas moyen, parce qu'il n'y a pas l'infrastructure, eh bien, il va falloir faire jouer son imagination. L'imagination va jouer un rôle important, effectivement. Et c'est ce que je vais faire, puisqu'on est dans les ruines d'une espèce de château, quelque chose qui y ressemble. Je vais jouer les D'Artagnan aux prises avec les hommes de Richelieu, et vas-y qu'on est parti pour taquiner l'épée. Ou alors, autre possibilité, tant qu'à faire, puisqu'on est donc dans des ruines, on peut aussi jouer au GI, venu spécialement du débarquement de Normandie, pour aller trucider les Allemands jusqu'à Berlin. Alors donc, je fais avec, comme je vous l'ai expliqué, jusqu'au moment où va se passer un truc bizarre. Vous avez déjà certainement tous vécu ce phénomène par période de forte chaleur, quand vous êtes sur une route, vous voyez l'air qui ondule. Hein, c'est un peu bizarre, mais bon, ça n'a rien de surnaturel, c'est un phénomène physique tout à fait classique qui n'a rien de particulier. Sauf que c'est donc à peu près ce qui se présente devant mes yeux, mais en plus fort. Au lieu que ce soit seulement au loin sur une parcelle de champ de vision, ça devient, si vous voulez, plus ou moins général. Bon, et puis ça disparaît. Il s'est passé quelque chose, mais bon, comme tout est redevenu comme avant, on n'y prête pas attention. Tout est redevenu comme avant, oui et non. Non, parce qu'une première chose que je remarque, on va dire ça comme ça, c'est que l'air que je respire est différent. Il est plus vif et il a une bonne odeur. Alors, à dire, on est dans la végétation, il y a des fleurs, c'est la campagne, donc forcément, oui. Et même en 67, l'air est beaucoup moins pollué que maintenant, mais il y a une différence flagrante, comme si cet air était profondément différent. C'est difficile à expliquer ce genre de choses. Mais s'il n'y avait eu que ça, ce serait encore qu'un détail. Arrivent des gens que je vois d'abord au loin et qui se rapprochent. Plus ils se rapprochent, plus je remarque qu'il y a quelque chose qui est bizarre aussi. Parce que ces gens, je finis par les distinguer de plus en plus précisément, ne portent pas des vêtements comme tout le monde. Je ne sais pas beaucoup l'expliquer non plus avec les mots d'un enfant de 10 ans, mais ce sont des vêtements d'époque. On dirait que ce sont des gens qui sortent ou qui vont à un bal costumé. C'est pourtant pas le carnaval. Et bon, enfin, soit, ils passent devant moi, sans faire attention à ma petite personne. Bon, je suis qu'un enfant de 10 ans, donc... hein, mais c'est quand même différent, parce que ça se passe comme s'ils ne m'avaient même pas vu. Bon, soit, c'est pas grave non plus. Et donc, je m'apprête à continuer mes petits jeux. Euh, Quand je me dirige vers l'escalier, que je vous ai décrit tout à l'heure, et c'est là que, là franchement, il y a quelque chose qui ne va plus. Mais alors là, qui ne va plus du tout. Parce que l'escalier, il a l'air nickel, intact. Il est pratiquement parfait. Je dirais qu'il est neuf. Et si on lève les yeux vers l'endroit où ces escaliers mènent, c'est-à-dire ce qui, normalement, se compose de ruines,
Eh bien, les bâtiments sont entiers. Ils sont entiers sans raccord. De toute façon, on n'aurait pas eu le temps de les restaurer. Bien entendu, il devrait y avoir des bulldozers, des gens, des échafaudages, des trucs, des choses, des machins. Eh bien, non. Les bâtiments sont entiers, sont intacts, c'est complet. C'est aussi incompréhensible. Évidemment, j'en reste ébahi. Je comprends rien du tout à la situation. Et c'est à ce moment-là que l'air se remet à onduler comme tout à l'heure, vue complètement trouble, et le phénomène cesse. L'escalier est toujours en mauvais état, les ruines sont présentes, il n'y a plus personne en vêtements d'époque, et mes parents, qui avaient provisoirement disparu, sont toujours là. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette petite parenthèse? Eh bien, je serais bien en peine de vous l'expliquer. J'étais bien incapable de trouver une explication quelconque à ce qui venait de se passer, et je m'avouais peu disposé à poser des questions à mes parents à propos de... Je sais pas comment est-ce que j'aurais posé la question. Papa, maman, t'as vu ce que j'ai vu que t'as pas vu puisque t'étais pas là, pendant qu'il s'est passé quelque chose qui maintenant, de toute façon, a changé et est redevenu comme avant. Bon. Euh, alors, pour essayer d'expliquer quand même ce phénomène, ben, il y a les arguments sceptiques tout près. Le premier, c'est je vous ai complètement menti, je vous ai inventé un truc à la noix. Pas de chance, c'est rigoureusement exact. Je l'ai vécu. Mais il y a une autre explication sceptique, classique aussi, qui vient directement à l'esprit, surtout avec ce que je vous ai raconté. Tout ça émane simplement de l'imagination d'un jeune garçon, qui, justement, comme je vous l'ai expliqué, était en pleine effervescence dans son imagination. Je vous ai expliqué avec D'Artagnan, les GI et tout ça. Donc, il suffit d'aller un peu plus loin, j'ai imaginé un peu plus fort, et on est arrivé à cette situation. Sauf que dans aucun jeu de mon enfance, je me souviens d'avoir vu des ruines qui se reconstituaient, ni d'avoir imaginé des gens d'époque que je connaissais à peine, parce que bon, pour ce que j'avais pu lire ou voir à l'école ou quoi que ce soit, même dans les balles masquées, ben, on trouvait pas ça, on trouvait plutôt des Zorro, des Diables, des Superman, enfin bon, les trucs habituels, mais des gens en costume d'époque, non, plus généralement, ce sont des costumes qui coûtent cher. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Eh bien, en matière d'explication, on n'a pas grand-chose comme ça directement sous la main, mais on peut faire quelques recherches dans la littérature à propos de ces types d'événements apparemment aberrants. Et si vous faites ce genre de recherche, vous allez trouver au terme Trianon, les fantômes du Trianon, où il semblerait que là aussi il y aurait eu quelque chose comme l'intersection dans le continuum espace-temps, pour utiliser les termes. Hein, bon, chose totalement aberrante évidemment sur le plan scientifique, qui n'entraîne en tout cas pas le consensus général de la science avec un grand S. Donc il va falloir trouver autre chose. Je ne vais pas non plus m'inscrire dans cette idée. Je vais plutôt me cantonner à des faits, des choses qui sont, quant à elles, absolument indiscutables, incontestables. Jugez plutôt. Alors je vais tenter de vous expliquer les choses à l'aide d'images, ce sera bien entendu encore beaucoup mieux, notamment d'abord avec cette histoire qui commence ainsi. Mon épouse, donc évidemment ici bien des années ont passé, tombe tout à fait par hasard sur ce livre, l'histoire de Notre-Dame de Cambron et de son culte. Ça lui provient d'un vieux monsieur chez lequel elle travaillait, et c'est à partir de là que tout va commencer. Encore quelques années plus tard, avec nos enfants, nous allons visiter un parc animalier pour la première fois, et nous remarquons un décor réellement paradisiaque. C'est le moins qu'on puisse dire, comme vous pouvez le constater. Ceci, contrairement aux apparences, n'est pas une soucoupe volante. Voilà l'intérieur du parc, avec un bâtiment qui tout d'un coup me donne quand même une sensation de déjà-vu. Un peu comme ce lac, ici maintenant, qui bien entendu est magnifique. On va le voir sous deux angles différents, avec le bâtiment en arrière-plan. Et puis, on va voir qu'il y a aussi un escalier qui n'est pas tellement en forme, mais qui témoigne lui aussi d'une certaine richesse, d'un
passé, de lointain jadis. Ici, l'entrée du bâtiment, qui, elle aussi, me rappelle quelque chose. Bon, alors, il y a toujours le côté festif avec les animaux, c'est agréable, c'est une visite conviviale, et certains animaux se montrent parfois facétieux, comme vous pouvez le remarquer, c'est un bon souvenir, c'est un lémurien, hein, c'est très gentil d'ailleurs. Mais ce qui est important, c'est ici par exemple cette inscription sur une stèle à l'entrée, vous marquez au milieu de l'image l'inscription Ivo de Lessinis. Ivo de Lessinis, évidemment, cela veut dire, à partir du latin, Yves de Lessines. Et je vous avais bien parlé au début de l'importance de Lessines sur le plan du surnaturel, du paranormal, etc. Ça ne va faire que se confirmer par la suite. Yves de Lessines, c'était eh bien, le chef de l'abbaye de Cambron, dont je vous ai montré les images, et où s'est situé le phénomène dont je vous ai parlé. C'est lui qui est à la base des écrits qui permettent de retrouver l'endroit où se trouvait le trésor des Templiers. C'est sur base de ces écrits qu'a eu lieu le plagiat de Nostradamus, avec ses fameuses soi-disant prophéties. C'est à partir de là que je me suis rendu compte que, eh bien, il était bien possible que j'ai développé, sans le savoir, des facultés extrasensorielles, que j'étais un médium qui s'ignorait, et ça n'allait faire que se confirmer par la suite. D'ailleurs, avec mon bête petit pendule, bien avant de connaître Rudy Cambier, le philologue qui s'est occupé de l'affaire du trésor des Templiers, donc, eh bien, j'étais arrivé à 800 mètres sur des tas de kilomètres quand même, et sans savoir trop bien ce que je cherchais moi-même, à 800 mètres donc de l'endroit exact où se trouvait le trésor. Bon, évidemment, si on creuse 800 mètres à côté de l'endroit où se trouve le trésor, on va rien trouver du tout. Mais la médiumnité, c'est quelque chose qui se cultive, qui s'entretient, qui se développe. Et c'est ce qui allait se dérouler, en fait, d'ailleurs. C'est ce qui va vous attendre dans les prochaines vidéos. Je vais vous expliquer comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que j'ai été averti, de manière tout à fait inhabituelle, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'imminence d'un danger, et je n'ai pas tenu compte de cet avertissement. Et bien mal m'en a pris, puisque j'ai failli y laisser la peau. Je me suis retrouvé plus d'un mois à l'hôpital, j'étais très très gravement blessé, j'en porte encore toujours les cicatrices actuelles. Par la suite, j'ai pu, sous le coup d'une impulsion, probablement d'origine médiumnique également, dire, alors que c'était médicalement impossible, que nous aurions bel et bien un enfant, qu'il serait de sexe masculin et qu'il allait naître le 21 juillet, c'est-à-dire le jour même de la fête nationale belge. Excusez du peu, et en fait vous verrez dans l'histoire que ma prédiction s'est réalisée, ou presque. Je n'ai pas fait que ça. J'ai réalisé également un rituel auquel je n'étais théoriquement pas tout à fait autorisé, un rituel de désenvoûtement qui a fonctionné bien au-delà de mes espérances, à 1500 km de distance. Ce n'est qu'une toute petite partie, un avant-goût de ce qui vous attend si vous prenez la peine de lire, d'écouter, de regarder les vidéos de la chaîne du circuit-officiel.be. J'espère que ça vous aura mis l'eau à la bouche. En attendant, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Salut!